Alors, comment est-ce qu'on peut penser à partir du corps? Parce que là, j'ai parlé de la pensée qui habite le geste. Parce que parfois, dans l'urgence, on fait quelque chose et ça doit être immédiat. J'aime bien réfléchir à ce que nous faisons dans les arts martiaux comme un presque pareil que le travail du chirurgien. Il coupe, mais c'est pas pour tuer, heureusement. Et si quelque chose se passe, il réagit tout de suite. La pression monte ou descend, ça commence à saigner, il faut réagir. Mais réagir avec émotion, pas mécaniquement. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Et j'ai un ami que j'ai vu dernièrement, qui est en médecine, s'occupe du cerveau. Eh bien, la présence de la vie et de la mort dans son quotidien n'est pas une chose simple à gérer. Et je ne pense pas qu'on puisse rester... ce n'est pas souhaitable. Et donc, dans les arts martiaux, c'est pareil. Souvent, on voit des terminators, enfin des gens qui ont ce fantasme-là. Mais il faut que ça cesse au bout de quelques cours. Il faut passer à autre chose. Sinon, cette personne-là ne peut pas être accueillie. C'est pour ça que malheureusement, pour d'autres raisons aussi, mais je suis très strict, chaque année, j'accepte des gens, et chaque année, je dis à certaines personnes, c'est pas fait pour vous. Voilà. Ou vous n'êtes pas fait pour ça, je ne sais pas comment dire. Mais on ne peut pas accepter d'enseigner le sabre à tout le monde. C'est trop dangereux. C'est pas une promenade. Je ne sais pas comment vous dire autre chose. On ne peut pas enseigner la physique nucléaire à tout le monde. Il faut quand même faire attention. Donc, la pensée elle-même, comment elle a pu sortir du corps, j'aime bien, c'est ce qu'on appelle une expérience de l'esprit. Alors, une expérience de l'esprit, j'ai découvert ça un jour, c'est Einstein qui, pour expliquer la relativité générale, dit, bon, très bien, imaginez maintenant un vaisseau spatial qui voyage à quasiment la vitesse de la lumière, voire la vitesse de la lumière. Vous êtes dedans. Maintenant, vous envoyez une lumière. Vu que c'est déjà au maximum de la lumière elle ne peut pas dépasser, puisqu'on est au maximum. Et ça, je me suis dit, tiens, une expérience de l'esprit. Bien sûr qu'on ne peut pas monter dans un vaisseau spatial à cette vitesse-là. Donc, on ne peut pas la faire, cette expérience. Mais par l'esprit, on peut faire. Et donc, je m'amuse et j'essaie de comprendre comment moi, je comprenais les choses. Vu que, parfois, il m'est arrivé de plancher sur des textes abstraits, et je ne comprends pas. C'est pas mon truc. Vraiment, c'est pas mon truc. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on a toujours eu cette abstraction? Est-ce que cette abstraction, quelqu'un dans le passé ne l'a pas inventée? C'est pas possible que de tout temps, depuis Cro-Magnon, Néandertal ou ce qu'on veut, il y ait eu ça. Donc quelqu'un l'a inventé, le concept. Bon, alors qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait le symbole. Bon, mais le symbole n'a pas toujours existé. Donc remontons en arrière. Eh bien, il y avait peut-être le dessin. Avant qu'il porte un sens, on représente simplement les choses, mais avant. Et le avant, j'en arrive au corps. On comprend par le corps. On vit par le corps. On expérimente par le corps. Avant même le langage, je comprends quand je tombe, je comprends quand je saute, je comprends si je peux faire ceci ou si je peux faire cela. Mes chiens, ils ont 3. Quand une rentre dans le fourré pour chasser le lapin, repérer le lapin, les 2 autres, un va derrière et l'autre va par là. Ils se regardent et ils se placent. Ils ont réfléchi, ils ont anticipé. On peut comprendre par le corps. Et je comprends que moi, je comprends par le corps. Et non seulement je comprends par le corps, mais on peut comprendre beaucoup par le corps. Une fois, il y a longtemps, j'étais dans les Pyrénées, beau pays,
Et on a visité les grottes de Gargas. Dans les grottes de Gargas, il y a quelque chose d'un peu étrange. Il y a des mains posées sur le mur, les murs de la grotte. Il y a des mains qu'on a trempées dans l'encre et qu'on a apposées au mur. Et il y a des mains où on a pris l'encre ou le colorant. Hein. Je pense que c'est plutôt des oxydes de fer, des choses comme ça. Et on souffle autour. Et on enlève la main. Et la main, elle est en creux. Et moi, à une époque, je me demandais, mais qu'est-ce que j'enseigne? Est-ce que j'enseigne un mouvement, et je leur dis maintenant, vous le reproduisez? Ou est-ce que j'enseigne un mouvement vivant? Et tant qu'on ne le fait pas vivant, on essaye de le reproduire. Comme par exemple, on reproduit la tarte aux fraises de sa maman, qu'on dit elle est indépassable. Eh bien, toute sa vie, on va essayer de reproduire la recette de sa maman. Et quand on fait une tarte. Mais au fond, ce qu'on fait, c'est le désir de la tarte de son enfance. Autrement dit, cette tarte qui a là devant nos yeux, c'est aussi une absence, c'est la présence d'un souvenir. Et ce qu'on cuisine, en fait, n'est pas là. On cuisine un souvenir. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et moi, quand je pratique et que je fais mon geste, vous voyez mon geste. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que je reproduis le geste de mon maître. Et dans mon geste qui est présent, il y a l'absence du geste de mon maître. Soit parce qu'il est maintenant malade, soit parce qu'il est mort. Mais quand on voit mon geste, ceux qui connaissaient, voient l'empreinte de cet enseignement et du maître qui n'est plus. Donc, quand j'enseigne à mes élèves, est-ce que je leur dis, ça vous pouvez le posséder, ou ça c'est une absence? Et à travers ça, rechercher l'excellence du maître, rechercher la maîtrise, rechercher même les principes de l'art, rechercher quelque chose qui est de l'ordre du vivant. Et quand nous faisons un dessin, est-ce que c'est vraiment vivant? Certains peignent de manière vivante, c'est des grands artistes. Certains chantent. Édith Piaf, quand il chantait, c'était vivant. Enfin pas moi, parce que voilà. Mais quand quelqu'un chante Édith Piaf, c'est pas toujours la même intensité de vie. Voilà. Et donc, c'est important de savoir, parce que si on enseigne du vivant, du présent, donc une technique, une chose, on dit voilà le mouvement, vous le possédez, vous avez la ceinture noire, c'est pas du tout ce qu'a montré le maître. Donc une personne peut dire je suis ceinture noire, je possède 10 techniques, 100 techniques. Mais est-ce que cette ceinture noire possédera une seule fois la technique de son maître? Ou le vivant du maître? Et donc qu'est-ce que moi j'enseigne? J'ai le choix entre les deux. Et c'est toujours entre les deux. Pour revenir aux mains, eh bien, les hommes préhistoriques, quand ils sont là le matin, ils voient des traces par terre. Soit ils voient la bête, mais le temps de voir la bête, elle a déjà filé, ou alors on est vraiment très silencieux. Mais quand ils voient une trace, pas l'animal lui-même, mais la trace, ils voient une empreinte de sabot, on ne voit pas l'animal, pourtant on se le représente. Et après, les Chinois, dans leurs idéogrammes, ils ont reproduit, ils ont dessiné. Mais est-ce que ça, c'est des lunettes? Et si je dessine des lunettes, je veux dire comme Magritte, ce ne sont pas des lunettes. Quand il a pas une pipe, il a dit ceci n'est pas une pipe. C'est une représentation. La pipe, elle n'est pas là, elle est absente. Et donc l'homme préhistorique, il a dû décider. Le signe, est-ce que c'est une présence, un souvenir, un regret, quelque chose qu'on travaillera éternellement toute sa vie pour atteindre le vivant de l'animal, par exemple? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre et qu'on peut penser, indépendamment du réel? Et là, on rentre dans l'abstraction. Et je pense que c'est un peu difficile ce que je suis en train de dire. Mais il y a une prof d'anglais ici, elle a enseigné des années de l'anglais, mais quand est-ce qu'elle a réellement entendu l'anglais vivant dans la bouche de ses élèves? Pas tant de fois que ça. Longtemps, c'est resté quelque chose de scolaire, dans le sens contraint du vivant. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais quand un professeur rencontre un élève qui rentre dans le vivant d'une langue, c'est une grande joie. Et pour l'élève et pour le professeur. Quand vous rentrez dans le vivant, une soirée un peu arrosée d'une chanson, par exemple, on partage un moment. Sinon, on peut le faire de manière un peu mécanique. Bon, je me suis un peu égaré. Mais c'est à partir du corps que ces hommes préhistoriques ont compris ces choses-là. C'est ce que je pense. Et à partir du vivant, quand je pratique, est-ce que je peux être satisfait d'avoir fait ma technique? Ou est-ce que je peux être toujours dans le regret de n'avoir pas atteint à ce qu'avait montré le maître? Il y a les deux. Je suis content de comprendre la technique de sabre. Je suis content de comprendre la technique du coup de poing ou du coup de pied ou d'immobilisation. Je suis content. Mais je sais toujours que ce n'est pas tout à fait ça encore. Et qu'il reste quelque chose à chercher. Et ça, c'est quelque chose de très concret dans mon corps. Voilà. Là, je vous ai amené un peu loin, mais c'est des questions, parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on récompense chez un élève? Qu'il connaisse le mouvement, c'est très bien. Mais il peut s'arrêter de rechercher. Est-ce qu'on ne récompensera pas plus un élève qui sait qu'il fait bien, mais qu'il veut plus? Parce qu'un élève, il peut avoir une bonne note, et puis dire que c'est bon. Je suis content. Des gens qui obtiennent la ceinture noire et qui arrêtent. C'est très bien. C'est très bien. Ils ont fait un tel effort. Mais il reste un peu en deçà de ce qu'ils pourraient. Ils pourraient peut-être aller un peu plus loin, et encore plus loin. Comme quand vous faites de la marche. Pourquoi marcher? Parce qu'un peu plus loin, c'est toujours un peu mieux.